Compose, épisode 56. Ma lecture, c'est qu'il y a une partie tellement personnelle et tu te livres tellement et tu mets sur la table tes capacités et un bout de toi qui fait que si c'est mal reçu, ça peut te briser. Donc je pense qu'au début, tu te caches un peu quoi, en disant... Mais quand t'es pas sûr de toi, de ce que tu joues... Moi, quand je faisais de la guitare classique, pareil, je m'enfermais dans le salon, je fermais toutes les portes et les rideaux et je voulais que personne ne m'écoute. Parce que je savais que j'étais mauvais en vrai. Mais... Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir deux membres du groupe Winterwoods, Maximilien Toussaint et Baptiste Burton. Winterwoods, c'est un groupe indie folk que j'ai la chance de manager avec mon binôme de Minuit Studio, Julie Postions. Ensemble, on a parlé de leur intérêt pour la musique né grâce à leurs grands frères musiciens, de leurs premiers instruments, de leur groupe avant Winterwoods, de la rencontre entre Max, Baptiste et Adrien dans les rues de Namur, des concours, de leur pause, de leur retour, de l'importance de la communication, de l'industrie musicale, du rêve et de la crainte de quitter son job pour faire uniquement de la musique. Mon chien Sun était dans le studio d'enregistrement. Je suis désolée pour les quelques bruits, mais je vous souhaite une très belle écoute. Merci, Max et Baptiste, d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci de nous recevoir. Vous êtes donc deux membres de Winterwoods. Donc Max, tu es le chanteur et le guitariste, et Baptiste, tu es le contrebassiste. Le contrebassiste, je dirais même. Ouais. Toujours cette petite blague. Avant qu'on commence, en fait, et avant que vous présentiez le groupe, j'aimerais savoir comment est né votre intérêt à chacun pour la musique. En vrai, un peu de la même façon, non ? Nos grands frères. Ouais, à mon avis, ouais. Vas-y, explique. Nos grands frères avaient un groupe de punk rural qu'ils appelaient ça, qui s'appelait Pipi Buckshot. Ouais. Et donc ils faisaient beaucoup de leurs concerts à la Maison des Jeunes de Ciné, et évidemment ils emmenaient leurs petits frères, Maximilien et moi-même, et ainsi naquit notre goût pour la musique punk dans un premier temps. Je crois que c'est vraiment comme ça qu'est né le goût pour la musique. Et c'est de la même façon que j'ai rencontré Baptiste. Je crois que c'est mon frère qui m'a dit tu vois le petit là-bas dans la cour, va lui parler, il est cool. Et comment ça s'est passé du coup au début ? Est-ce qu'il était vraiment cool ? Il était vraiment cool et je crois même que c'est lui qui m'a abordé en premier à un cours de gym, je me souviens. Tu te souviens ou pas ? À 12 ans, t'es passé à un cours de gym et tu m'as fait « Hey, ton frère et mon frère, ils font de la musique ensemble !» Je dis « Ouais !» C'était tout. Ah cool. Mais tu vois, à l'époque, quand t'as 12 ans, en fait, c'est comme ça que tu fais des rencontres, quoi. Tu poses pas de questions et tu vas juste parler aux gens, quoi. Et à ce moment-là, vous jouez déjà un instrument ou pas du tout ? Ouais, moi je faisais déjà de la guitare classique. J'ai fait solfège, guitare classique, tout ça. J'étais mauvais en guitare classique. J'ai redoublé une année. Et c'était ton choix ou celui de tes parents ? Un peu des deux. En fait, mes parents me poussaient pour faire de la musique et on écoute beaucoup de musique. Mon père est violoniste, ma mère guitariste. Et ma sœur pianiste, mon frère guitariste, et du coup, ça pousse un peu à avoir envie de se diriger vers un instrument. Maintenant, le côté classique, c'était pas ma direction. Puis j'avais une prof qui était un peu tyran et pas très pédagogue. Du coup, j'ai arrêté ça. J'ai commencé à faire plus de la guitare en maison des jeunes et en maison des jeunes, enfin, on apprend plus ce qu'on aime, le style qu'on aime, et donc du coup, c'était beaucoup plus motivant et a donné l'envie de travailler. Et à ce moment-là, c'était quoi le style que t'aimais ? Du coup, à l'origine, c'était plus punk avec mon frère. Puis j'avais un prof qui avait un goût pour le jazz manouche, et donc j'ai commencé à vraiment aimer le jazz à partir de ça. Le jazz manouche qui est beaucoup plus technique que le punk et très bien pour le développement instrumental. Excellent. Et du coup, par la suite, le goût de la contrebasse, entre autres, parce que c'est assez propre au style de musique d'avoir une contrebasse plutôt qu'une basse. Et un jour, je me suis acheté une contrebasse. Et là, tu savais pas du tout en jouer ? Du tout, autodidacte, tout du long. Trop bien. Et comment ça s'est passé le début ? Des cordes à vide. Au début, oui, il faut que tu développes ton oreille parce qu'il n'y a pas de case, contrairement à une guitare. Et donc,
t'as tendance à jouer un peu à côté. Il faut que tu connaisses un peu ton écart entre tes doigts. L'écart est beaucoup plus grand aussi que sur une guitare. Du coup, tu dois un peu t'écarteler les doigts dans un premier temps parce que sinon tu joues faux. Et bah ouais, petit à petit, ça s'est fait. Et vu que j'ai fait le solfège depuis tout petit, mon oreille n'était pas trop mauvaise. Oui, c'est ça, t'avais déjà une bonne base, quoi. C'est ça. Et Max, la musique, est-ce que t'en faisais déjà à ce moment-là ? Non, moi j'en faisais pas du tout. C'est mon grand frère qui a trouvé la vieille guitare de ma mère, qui s'est mis à la guitare, qui a fait son groupe de punk, et moi, mon frère, c'était mon héros, et donc j'ai voulu tout faire comme lui. À la même vitesse que lui, même s'il a 4 ans de plus que moi. Et donc moi j'ai pris la guitare après ça, et j'ai commencé par m'acheter une guitare électrique, je crois. Ouais, une guitare électrique que j'ai jamais utilisée. Super. C'est comme ça. Non, j'avais jamais touché à un instrument avant. Et pourquoi la guitare électrique ? C'est un peu pour l'imaginaire qu'il y avait autour de ça ? Ouais, bah mon grand frère faisait du punk, alors moi je voulais être encore plus cool, donc j'écoutais du métal. Donc je voulais faire du métal, je voulais faire du punk, et puis ça a fort évolué. Au final, en fait, je me suis dirigé plutôt vers la guitare acoustique après. Et ça, t'as appris tout seul ? Ouais, j'ai jamais pris de cours de quoi que ce soit, moi. Si, j'ai pris des cours de piano. Et comment t'as fonctionné, du coup ? Comment t'as appris ? D'abord, j'ai été demandé à mon frère de m'expliquer 2-3 trucs, et après, en fait, j'ai appris les accords, et puis c'était beaucoup chercher, quoi. Tu pratiques, et tu regardes sur internet les tablatures, puis tu regardes sur internet les accords, tu sais plus ou moins ça, puis t'écoutes la chanson, tu te dis mais il fait pas ça exactement comme ça, donc tu le joues différemment. Et c'est vraiment ça. Et puis quand YouTube est arrivé aussi, je me suis beaucoup aidé de YouTube pour tout ce qui est tuto, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, vous voyez ça vraiment juste comme un passe-temps, une passion à côté, ou vous vous dites ok, un jour je serai une rockstar ? Ouais, parce que Maximilien, de base, il osait pas de jouer devant les gens. Ouais, c'est vrai ça. Et quand on était ado, on faisait des soirées, il se planquait dans la buanderie chez lui pour aller jouer de la guitare pendant les soirées. Oh. Puis petit à petit, il y a déjà 1, puis 2, puis 3 personnes qui allaient dans la buanderie pour l'écouter. Ah ouais. Je me souviens même plus que... Mais je me souviens que je me cachais dans la buanderie chez moi pour jouer, mais je me souvenais pas que je faisais ça aux soirées. Et pourquoi tu te cachais, en fait ? T'avais peur de ce que les autres pensaient ? Mais je sais pas tellement, mais je crois que c'est un peu commun à tous ceux qui chantent et tous ceux qui font de la musique. En tout cas au départ, tu vois, quand tu regardes The Voice ou des trucs comme ça, tu vois tout le monde qui te dit ouais, non, on l'a jamais entendu chanter, elle se cache dans le grenier, dans sa chambre, des trucs comme ça. Je pense qu'il y a une partie, en tout cas pour moi, ma lecture, c'est que il y a une partie tellement personnelle, et tu te livres tellement, et tu mets sur la table tes capacités et un bout de toi, qui fait que si c'est mal reçu, ça peut te briser. Donc je pense qu'au début tu te caches un peu, quoi, en disant mais quand t'es pas sûr de toi, de ce que tu joues. Moi quand je faisais de la guitare classique, pareil, je m'enfermais dans le salon, je fermais toutes les portes et les rideaux, et je voulais que personne ne m'écoute parce que je savais que j'étais mauvais en vrai. Mais... Et comment ça s'est passé, en fait ? Quand est-ce que vous avez commencé à montrer un peu aux autres ce que vous faisiez ? Ouais, au fur et à mesure des soirées, effectivement, on jouait de plus en plus. Oui, c'est ça, on amenait des instruments petit à petit dans nos soirées, et puis on avait un ou l'autre qui jouait, puis un jour on a eu un groupe qui s'appelait les Pumpkins. Ah ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est raconter ça. C'est comme ça, c'est en fait, ouais, aux soirées, on était tous un peu musiciens, et on aimait tous la musique dans tous nos potes, et donc nos soirées c'était plutôt des soirées où on amenait les guitares et on jouait, donc c'était petit à petit comme ça, et puis effectivement les 10 000 groupes que tu fais quand t'es jeune, quoi. Tu fais 3 répètes et puis c'est fini. Ouais, c'est ça. Et du coup c'était quoi votre premier groupe ? Comment ça s'est formé ? C'était les Pumpkins. Je sais plus du tout comment Oh là là, comment ça s'est formé. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? T'es jeune. 13 ans, ouais. 14. Ah ouais. 13-14, un truc. Ouais, peut-être 14 je crois. Parce qu'il y avait Guillaume Lux. Ouais, en fait, moi quand j'ai changé d'école, j'ai rencontré un pote qui s'appelle Martin Lux. Je suis allé chez lui, j'ai rencontré son frère qui s'appelle Guillaume Lux, qui est devenu un de mes meilleurs potes, dont je suis le parrain de son fils aujourd'hui. Et ce mec-là jouait de la guitare. Et je me souviendrai toute ma vie, ça faisait 2 ans qu'il faisait de la guitare. Et moi, j'avais jamais pris de cours. Et alors, je suis arrivé et j'ai joué juste, je crois, Come As You Are. Et il a fait... Putain, quand tu joues ça, vas-y, montre-moi. Et donc on est devenus méga potes sur la musique, et à partir de ce moment-là, on a voulu monter un groupe ensemble. Lui, il connaissait une fille qui s'appelait Louise, qui est devenue la batteuse, comment on dit ? Batteuse. Ouais, batteuse.
Et puis Victor, qui ne savait absolument pas jouer de la basse, est devenu notre bassiste, notre ami en commun qui était aussi... c'était son frère qui avait une basse ou son père. Son père qui avait une basse. Et du coup, vu qu'on n'avait pas de bassiste, on l'a pris lui. Il savait pas jouer, c'était affreux. Et puis on a pris Baptiste et on a juste... c'est comme ça que c'est né, quoi. En fait, tu prends juste tes potes les plus proches et puis tu mets tout ça ensemble et ça donne rien. Les plus mauvais. Et là, vous faisiez déjà des petits concerts ? Oh non, pas du tout. Non, on n'a pas fait. Hein. On a fait que des répètes au foyer des jeunes d'Arlange. On a fait des répètes et puis ça s'est terminé. Moi, je me souviens, le tout premier concert que j'ai donné, c'était aussi Mais c'était un groupe ou c'était pas un groupe ? Je sais plus, t'étais pas là, ça je m'en souviens, mais je sais qu'il y avait Guillaume, Meryl, Henri Doyen et moi. Ça me dit quelque chose. Et c'était à Natois, chez Delphine. On va citer beaucoup de noms que vous ne connaissez pas. Beaucoup de prénoms inconnus. Alors c'est l'histoire de Natacha, de Henri. Mais non, on n'a jamais fait de concert, pas avec ce groupe-là. Et après, du coup, il y a d'autres groupes qui ont suivi ? Il y a eu combien de groupes avant Winterwoods, vraiment ? Ouh là là. Un vrai où je faisais des concerts, moi, il y a eu juste Travel Minds, où j'étais déjà avec Adrien, le pianiste de Winterwoods. Et c'était un groupe de punk folk irlandais, très festif, avec un chanteur contrebassiste, pas moi. J'étais à la guitare 12 cordes et guitare électrique. Et oui, festif. Et donc on faisait tous les festivals pour les bourrer, quoi. Mais en fait, il y a pas tellement eu... Enfin, il y a eu beaucoup d'essais de groupes, mais il n'y a pas eu beaucoup de groupes... ça dépend à quel moment on peut vraiment définir un groupe. Parce qu'on a eu les Pumpkins. Moi, j'ai eu ce groupe-là avec Guillaume, dont je me souviens plus. On a eu un groupe avec mon grand frère, tu te souviens ou pas ? On s'est vu 3 fois chez toi. Ah ouais, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Et on a eu un groupe avec Pierre Beaulieu. Ah, mais c'était peut-être le même ? Non, c'était pas le même. Non, c'était pas le même. Et un groupe avec Pierre Beaulieu. Mais c'était tous des trucs où on faisait 5 répètes et puis c'était fini, quoi. Ouais, avec Pierre Beaulieu, on enregistrait dans notre appartement. On avait fait une vidéo d'ailleurs. C'est là que t'as appris la contrebasse, non ? Ouais, quand on était en appart ensemble. On a commencé à jouer ensemble et à ce moment-là, t'as commencé un peu à... Enfin, tu l'avais déjà avant, je pense, mais t'as commencé à plus pratiquer à ce moment-là. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, en gros, une fois que vous êtes rencontrés à 12 ans, vous ne vous êtes plus quittés, quoi, tous les deux. On a essayé, mais... Ouais. Non, ça, on s'est jamais quittés. Bah, on a eu des périodes où on se voyait moins. Pour notre plus grand bien. Ouais. Et et puis là, ça fait 7 ans maintenant, Winterwoods, donc... J'ai cru que t'allais dire ça fait 7 ans qu'on se connaît. Bon, je sais pas compter, mais pas à ce point-là. Et Max, du coup, tu chantais déjà avant d'être dans Winterwoods ? Ouais, moi j'ai toujours chanté. Mal au début, très très mal. Oui, il y avait un autre groupe. Mais ça, si je retrouve l'extrait, je te l'envoie pour que tu le mettes dans le podcast, si tu veux. Parce que ma première chanson, ça s'appelle Ce sont tous des connards. C'était déjà très très violent. J'étais rebelle de fou. C'est en français de toute évidence. J'ai 12 ans et j'ai une voix de garçon de 12 ans. Donc, de fille de 11 ans. C'est génial. Mais ouais, non, c'était ça, quoi. Spoiler, si vous restez jusqu'à la fin, vous pourrez entendre ce tube « Tous des connards » de Max à 12 ans. J'ai un conseil pour vous, ne manquez pas ça. En plus, il avait des longs cheveux à l'époque, on le confondait avec une fille. Ouais. J'ai eu la magnifique idée de... en fait, quand j'ai connu Baptiste, je le trouvais méga cool parce qu'il avait des cheveux méga longs. Ça aussi, ça a changé. Ouais. Et moi, j'ai voulu me laisser pousser les cheveux aussi. Mais sauf que moi, ça donne rien du tout, quoi. Et du coup, ouais, tu l'as dit, c'était 2017, Winterwoods. Ouais. Bah, c'est une histoire que vous racontez souvent, mais vous allez encore la raconter. Comment vous vous êtes formés ? Du coup, on avait ce groupe avec Adrien, Travel Minds. On avait joué dans le sud de la Belgique, pas très loin d'Orval, je ne sais plus exactement où. C'était sur un kiosque, c'était une fête de la bière, très 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 festif. Et après le concert, on était encore chaud, on avait bu quelques bières et on avait envie de continuer à fêter. Et puis, mais on n'avait plus de thunes. Et du coup, en rentrant sur Namur, on s'est dit, allez, viens, on va aller jouer dans la rue. Mais le chanteur n'avait pas le temps, du coup, il était parti. Et là, je dis, j'ai un pote, il chante trop bien, et il vit à Namur, juste à côté. On n'a qu'à lui proposer de venir et boire un coup avec, quoi. Et du coup, ils ont dit OK. Maximilien a dit OK. Et on a joué Place du Vieux à Namur.
Ouais, on a joué près du resto là. Ouais, entre Place du Vieux et Place du Marché aux légumes dans le piétonnier. Et du coup, il y avait un des restos qui nous avait payé des bières pour qu'on joue plus longtemps devant chez eux. Oui, c'est juste. Tu sais que même après, j'ai retrouvé un numéro d'une fille dans les fils de guitare. Mais ça, c'est génial. Mais je l'ai retrouvé genre 3 ans après. Oui, continue déjà. Ah oui, c'est ça, oui, pardon. Du coup, Adrien a entendu la voix de Maximilien pour la première fois, il a eu un coup de foudre et il s'est dit il faut que je fasse de la musique avec ce type. Entre-temps, Maximilien n'a pas dit oui tout de suite, et entre-temps, Travel Mind s'est arrêté. Mm-hmm. Et puis je pense que Adrien a tanné un peu Maximilien pour... ça allait encore. En fait, on a eu un coup de foudre mutuel, je pense, parce que c'était la première fois que je rencontrais un musicien aussi talentueux, un violoniste aussi talentueux, parce que c'était vraiment... il était très très fort, quoi. Il savait direct rebondir sur tout ce que je faisais, et... En fait, le truc, c'est que vous aviez toujours Travel Minds, donc il n'y avait pas d'autres groupes qui étaient possibles. Puis ça s'est terminé. Et lui, il était en tournée du côté de... Il a fait une tournée en Suisse. Hein. Ah oui, oui, comme violoniste. Ouais, il était violoniste. Il a été engagé comme violoniste, mais juste le temps de la tournée, je ne sais plus dans quel cadre. Et donc, il était méga occupé. Donc, la première fois que je l'ai revu, en fait, il était plutôt froid. Il n'était pas du tout en mode... Enfin, moi, j'étais genre là... Il n'était pas très, très chaud à l'idée. Et mais par contre, 1 an après, il m'a recontacté de but en blanc en me disant ça te dit de faire un groupe, et moi j'étais méga chaud. Trop bien. Et du coup là, donc vous êtes 3. Comment vous trouvez les 2 autres membres du groupe ? Dans un premier temps, on était 3 et puis très vite 4 avec Corentin au banjo, que moi je connaissais via l'université. C'était le meilleur pote d'une connaissance très chère à moi. Et du coup, je lui ai dit, vas-y, viens à une répète, on a prévu de faire un peu du Mumford & Sons, on essaye, quoi. Mm-hmm. Et du coup, ça a accroché tout de suite avec Coco qui bosse assez bien le banjo. Ouais. Et puis, c'est pas facile de trouver un banjoiste non plus. Ouais, ça c'est clair. Et puis, au niveau personnalité et tout, ça fitait assez bien, quoi. Il boit des bières, quoi. Ouais. C'est important. Ouais. Et puis il y a eu Mathieu aussi, le batteur. Mais du coup, dans un premier temps, on était juste 4 parce que c'était pas le but d'avoir un batteur. On s'était répartis un peu tous les différents. Ouais, c'est ça, tous les éléments de la batterie. Moi, j'avais la grosse caisse en jouant la contrebasse. Coco, il avait les grelots au pied. Et Adrien jouait du gros tom de temps en temps en jouant du piano. Il jouait du piano d'une main et du gros tom de l'autre. On a quand même joué au moins 1 an et demi comme ça, non ? Ah, c'est ça, oui. Ouais. Du coup, la première version de Change is Coming, il n'y a pas de percussion, de percussionniste officiel. Et puis on s'est dit, on allait quand même se professionnaliser un petit peu, parce que faire plusieurs choses à la fois, l'air de rien. Puis en fait, c'est en faisant tous nos concours, à une époque, on se retrouvait sur des énormes scènes, et quand t'as pas de batteur sur une énorme scène, moi je me sentais à poil, quoi. Ah, c'est vrai, ouais. Du coup, on a fait des auditions. Et Mathieu est arrivé. Voilà. On a eu genre 5 batteurs qui ont auditionné pour le groupe. Ouais. Et c'était Mathieu le plus adéquat. Oui, tu parlais des concours, mais avant ça, il y a eu votre tout premier concert. C'était déjà au Cabaret Mademoiselle, donc c'est un chouette lieu, quoi, avec une chouette renommée. Ça vous a fait quoi de faire votre premier concert là ? Moi, je crois que j'étais mal pendant une semaine avant. Je stressais à mort. Ouais, c'était l'angoisse. Ouais, c'était vraiment une belle angoisse, quoi. Officiellement, c'est notre premier concert, mais en fait, on a eu ce concert-là grâce à un autre concert, où déjà là, on se chiait dessus. Et qu'est-ce que ça nous a fait ? Je sais pas trop. Ouais, moi, j'étais juste méga stressé. Et puis, en fait, c'était un concert en 2 parties. Et donc, après la première partie, j'ai bu une bière, et puis la deuxième partie, c'était génial. Toi, je sais pas comment tu te sentais par rapport à ça. J'avais fait beaucoup de bourdes. Ouais, moi aussi. Oui, donc il y a eu le premier concert, et puis après tu disais les concours, etc. Tous ces concours, ça vous a aidé vraiment à développer le projet et à vous faire connaître en Belgique ? Moi, je pense déjà que ça a eu un rôle formateur, dans le sens où vraiment on a progressé en musique en 6 mois, ce qui aurait pu nous prendre, je crois, facilement 2 ans. Ouais, après, tout n'était pas à apprendre. Non. Il y a beaucoup de concours où tu perds du temps. Ouais. Et il y a des concours qui sont tous les mêmes. Et du coup, si tu les as tous gagnés, tu refais la même chose. Et donc, du coup... Ça nous a ouvert des portes.
C'est un bon début, je pense. C'est une bonne façon de commencer, mais par contre, il faut pas s'y attarder trop longtemps. Parce qu'effectivement, il y a plein de choses super chouettes, mais il y a aussi plein de... Enfin, au niveau sacrifice en temps, effectivement, c'est assez colossal, quoi. C'est ça, tu prends des journées entières, parfois des week-ends, juste pour jouer 2 chansons, quoi. Ouais, c'est ça. Désolée pour les petits bruits qu'on entend, mais Sun maintenant a très envie de jouer avec toi. C'est devenu mon pote, je suis très content. Et oui, en fait, on n'est pas revenu à la base aussi du projet. Ouais. Voilà, Winterwood, c'est un groupe indie folk. Pourquoi c'est en fait ce style? Comment est-ce que ça a été juste naturel de rentrer dans son style, ou vous avez une réflexion autour de ça? Comment ça s'est passé? Adrien avait très envie de faire du Mumford & Sons. C'était son groupe phare. Et moi j'aimais beaucoup aussi, personnellement. Ouais, moi aussi. C'est ça qu'on s'est dit, on cherche à tendre vers ce style-là. Donc ça s'est fait relativement naturellement de par l'apport d'Adrien. Ouais, et puis quand t'as un joueur de banjo, d'office, ça sonne folk, que tu le veuilles ou non. Et vous sentiez qu'il y avait une place pour ce style de musique en Belgique à ce moment-là? Pas du tout. Non. Moi, c'était une de mes grandes batailles intérieures, parce que j'étais vraiment en train de me dire, mais c'est super cool ce qu'on fait, c'est de la musique que j'adore, mais par contre, il y a zéro débouché, parce que là, tout le monde écoute du rap, quoi. Alors, en gros, c'est plus compliqué que ça. Mais... oui. Mais du coup, et comment vous avez fonctionné alors pour parce que tu parlais tout à l'heure de Change is Coming, c'est un morceau qui fait 5 millions d'écoutes sur Spotify aujourd'hui. Comment vous avez en fait fait en sorte de faire grandir comme ça cette communauté autour de Winterwoods et de faire de plus en plus de concerts, de gros concerts aussi? Alors, pour les 5 millions d'écoutes sur Spotify, franchement, là, c'est Adrien qu'il faut remercier. Vraiment, il a démarché comme un malade, mais lui, il y croyait à mort. Ouais. Lui, il adorait, il était convaincu. Et donc, il a démarché comme un fou. Et en fait, on a eu la chance de rentrer sur des grosses playlists, quoi. Et ça nous a tout de suite propulsé à mort. Et pour les concerts, ça a été vraiment un acharnement, quoi. En fait, il faut jouer, il faut que les gens te voient. On a tout pris. Ouais, on a tout pris. Je crois qu'on a fait... Même le truc bouseux dans la rue ou quoi. Enfin, on a vraiment pris tous les concerts qui passaient. Ouais, on avait une 50aine de concerts par année. Bon, c'est pas beaucoup, mais nous, on a que les week-ends. Donc, parfois, on faisait 3 concerts par semaine. Pendant la semaine, 2 le week-end. Enfin, on tabassait, quoi. Ouais, et on répétait tout. Enfin, on répétait tous les dimanches, hein, quoi qu'il se passe. Donc, on faisait notre concert le samedi, et puis le dimanche, on se tapait 4 heures de répète. On n'avait plus de vie. Donc, c'était vraiment un acharnement total. Et tous les concours aussi nous ont quand même aidé à ce niveau-là, parce qu'en fait, quand les gens, comme je disais, te voient jouer, ils voient ce que t'es capable de faire, quoi. Et sans nous jeter de fleurs, on sait qu'on sait faire un concert. Donc voilà, c'était vraiment ça, quoi. Et vous n'aviez pas peur de vous cramer à force d'autant enchaîner on s'est cramé, hein. Ouais, non, on n'avait pas peur, on n'avait pas conscience que ça pouvait nous cramer comme ça, mais je pense que ça a été un peu le cas quand même, hein. À un moment ou à un autre, enfin, tu vois, là, on est parti de la scène, c'est parce qu'il y avait une raison aussi, c'est qu'à un moment, waouh, ça devient dur à maintenir cette motivation sans faille, surtout quand t'as l'impression de commencer à tourner en rond, quoi. Oui, il y a eu cette pause, justement. Comment vous avez décidé qu'en fait, c'était le moment de prendre un pas de recul? Parce qu'on tournait avec le même album depuis un temps, qui a été fait un flop un peu à cause du Covid. Mais on était un peu lassés de refaire que les mêmes chansons, mais on n'avait plus le temps de faire des nouvelles chansons, parce que concerts, parce que répète pour les concerts. Et c'était un peu, on se sentait un peu bloqué en fait autour de ça. Ouais, enfin moi en tout cas la façon dont je l'ai ressenti, c'était un peu un climat général que on ressentait plus aucun plaisir. Enfin moi en tout cas j'avais l'impression qu'il y avait plus grand monde qui ressentait du plaisir dans Winterwoods, quoi. Que ce soit en répète, que ce soit en concert ou quoi que ce soit. On était juste là, en fait, on a déjà fait ça 15 000 fois, et on voyait qu'on retournait aux mêmes endroits et qu'on n'évoluait plus. On avait été un peu cassé dans notre élan. Et en fait, j'ai dit à Adrien un jour, tu sais quoi, si on prenait juste genre, on arrête un petit peu là et on fait juste vraiment 1 ou 2 semaines de pure compo et on fait juste de la musique qu'on aime. Et il m'a dit, mais je crois que si on veut faire ça, il faut qu'on arrête un peu la scène. Et donc on s'est dit, oui, au final, pourquoi pas. Enfin, on s'est dit, on n'a rien à perdre, quoi. Ouais. Et donc ça s'est tombé à quel moment exactement? C'était en 2020. Ah, alors, c'était juste après le Covid.
Oui, parce que vous aviez aussi une tournée européenne qui a dû être annulée à cause du Covid. Ouais. Bah, c'est ça aussi, oui. C'est ça. On était en pleine lancée et puis tout s'est arrêté parce qu'on avait tous les festivals d'été, on avait la tournée qui suivait et puis tout est tombé à l'eau. C'est ça, ouais. L'essoufflement, c'est aussi un peu dû à une frustration du fait qu'on avait plein de choses, une belle rampe de lancement et tout est tombé à plat. Du coup, on s'est senti un peu retomber dans un truc monotone. Puis les concerts, il y avait 3 palais de tondu après le Covid parce que les gens devaient être assis à une table avec 1m50 d'espace entre les tables. Et l'ambiance, tu la ressentais pas beaucoup quand les gens sont assis, c'est pas pareil quoi. Et donc je crois que c'était vraiment l'été, juste après le Covid, qu'on a décidé de faire une pause. Je me souviens qu'on l'a annoncé au Saint-Louis Rock Festival, mais je sais plus te dire quelle année exacte, c'était 2022 du coup. Dernier concert, décembre 2022. Ok. Et à ce moment-là, vous dites que vous allez reprendre un jour ou que Winterwood c'est fini? Alors ça a été sujet à gros débat parce qu'en fait, on devait reprendre un jour, enfin on sait ce qu'on avait dit quoi. Et Adrien a fait un post mélodramatique où tout le monde nous disait, enfin en fait personne n'avait compris quoi. Tout le monde pensait qu'on arrêtait définitivement et tout le monde me posait la question, mais vous arrêtez ou vous recommencez? Donc nous dans l'idée c'était ça, mais je pense qu'Adrien en avait vraiment beaucoup sur la patate aussi, que lui c'était peut-être un au revoir définitif, un peu caché quoi. Mais là finalement on est de retour, y a pas de souci. Et comment vous vous êtes remis à composer, à répéter ensemble, à écrire aussi? Dans un premier temps c'était juste Max et Adri. Ouais c'est vrai, ouais c'est vrai, on se voyait la semaine. Moi je venais genre une fois par mois, un truc comme ça. Ouais c'est ça. Donc on a recommencé à écrire comme ça, puis on a recommencé les répètes, je crois. Ouais, c'était à partir du moment où vous aviez quelques chansons d'avancée, mais pas forcément terminées. Ouais, c'est ça. On s'est dit, allez, on reprend les répètes, maintenant on va pouvoir ajouter les autres instruments dessus. Et c'est reparti petit à petit comme ça, on est venu de plus en plus souvent en répète. Et ça vous faisait peur que les gens, entre guillemets, vous aient un peu oublié ou autre, après toute cette période qui a été méga intense? Ouais, quand même, ouais. Ouais, pour moi aussi, c'était c'était une grosse peur quand même. Après, on savait que Namur, il y avait toujours des gens qui étaient fans, qu'on aurait quand même au moins une dizaine de personnes qui nous attendaient. Et alors, il y a eu tout ce travail de composition, etc. Et puis, vous avez fait un appel sur Facebook pour du management. Tout à fait. J'ai l'honneur d'annoncer que c'est Julie Pestienne, c'est moi qui sommes manageuses aujourd'hui. On regrette. On va couper cet épisode ici. Et pourquoi, en fait, vous avez ressenti ce besoin d'avoir une équipe autour de vous? On a toujours tout fait tout seul et je crois que ça a été une partie de ça qui nous a fait nous essouffler, et donc on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on s'entoure de gens compétents comme vous. Non mais en vrai on avait besoin d'aide parce que il y a toute une partie d'un groupe de musique qu'on ne peut même pas imaginer. En fait il y a tout tout le travail de composition et puis il y a tout le travail administratif qui s'y lie et il y a tout la vision stratégique, il y a tout le booking, il y a toute la PR aussi. Enfin, c'est vraiment beaucoup de taf être musicien. La communication. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, là, il y avait vraiment cette envie de, ok, on est de retour et en fait, on veut tout donner on veut tout péter, quoi. Ouais, c'est voilà. Ça. En fait, moi, c'est comme ça que je suis revenu, c'est dans cette idée-là. On y va, on donne un coup de boost. Si ça marche, c'est bien, et si ça marche pas, voilà, on aura tout donné, quoi. Donc là, c'est vraiment l'énergie, et on s'est dit que c'était mieux d'avoir des gens. Tu t'en rends bien compte, j'imagine, que c'est beaucoup de taf aussi, et que c'est demandant, quoi. Et que oui, quand t'as les concerts, quand t'as les répètes, quand tu dois bosser aussi l'instrument chez toi, ça te laisse pas tant de temps que ça pour faire tout ce qui est autour, la com, qu'on gère déjà pas du tout de base. On sait pas comment faire un réel. Et puis il y a eu aussi un nouveau membre parce que voilà, il y a Corentin donc est parti et Simon est arrivé. Comment Simon est rentré dans le groupe? Simon, en fait alors c'est super marrant aussi comme histoire. C'est moi qui ai pensé à lui. Simon, je le connais parce que il provient de Ciné, tu le connaissais aussi, Bat. Ouais. Et en fait, sa sœur, elle est méga pote avec ma copine. Et en gros, il aime bien notre groupe de musique de base. Il aimait bien Winterwoods avec Victor que t'as vu aussi. Et il venait nous voir assez souvent en concert.
Et il y a un jour, on était aux Solidarités, et on est allé manger, et alors, ils étaient plein morts, mais vraiment comme toute la Pologne. Ils se sont incrustés dans l'espace VIP, je ne sais toujours pas comment. Ils sont venus à côté de nous, et Simon, il était en train de me parler, il me disait « Tu sais, j'écris des chansons folk, si un jour vous avez besoin que j'écrive des chansons pour vous et tout. » Je dis « Bah ouais, en vrai, ça m'intéresse. » Enfin, je savais qu'il était un très très bon musicien. Et j'en ai parlé à Adri, et on avait construit des chansons qui ne plaisaient pas à tout le monde parce qu'on avait rajouté des trucs un peu plus pop, dans le sens où on avait rajouté des synthés, etc., pour rajouter du volume dans la production. Et pour pallier ça, on s'est dit qu'on allait prendre un 6e musicien. Et donc normalement il devait venir en plus de Coco, et finalement Coco ne se retrouvait plus dans le groupe et est parti, et Simon est arrivé. Et est-ce que ça a un peu changé la dynamique, le travail comme ça, tous ensemble ? Ouais, moi je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, ça a changé la dynamique, mais pour moi en bien, quoi. Parce que Simon, il est méga motivé et c'est hyper agréable de travailler avec, pour moi en tout cas. Ouais, il est balèze et il trouve vite des petites lignes sympas à mettre par-ci par-là qu'on n'avait pas forcément avant. On était très carré dans les accords de base, on n'était pas fort en solo. Et quand il est arrivé, ça a permis toute une nouvelle vision de la création en rajoutant des solos, des lignes qui remplissent la musique en plus des accords de base, quoi. Et ça vous a fait du bien d'avoir aussi une nouvelle énergie, comme ça, une personne qui arrive avec qui n'a pas le passif que vous avez et qui apporte une nouvelle chose comme ça dans le groupe? Ouais, pour moi c'était une vraie allez, comment on dit? Délivrance? Non, pas une délivrance, enfin c'était un vent frais, quoi. C'était super agréable parce que, comme je dis, il est motivé, il est super doué. Et donc puis il apporte son style aussi. Ouais, c'est ça. Et sa manière de jouer des instruments, il apporte aussi ses chansons. Ouais. Du coup, nous, vu que parfois on tournait en rond avec ce qu'on savait jouer, il apporte du nouveau, quoi. Ouais, à fond. Et au niveau de son énergie, c'est super agréable parce que même si avec Coco ça s'est très très bien terminé, à la fin on sentait vraiment que ça devenait un poids pour lui finalement, ce groupe, alors que pour Simon, pour le moment en tout cas, on croise les doigts, c'est pas un poids, quoi. C'est vraiment, ça lui plaît. Il est volontaire. Il est méga volontaire, quoi. Il se déplace dès qu'il faut se déplacer, il est chaud, quoi. Ouais. Trop bien. Et alors, ça a repris cette année avec un nouveau single en février, et puis la première date au Delta, en première partie de Dansan. Yes. Dans quel état d'esprit vous étiez comme ça avant de remonter sur scène après cette petite pause? Comme mon premier concert. Ah non, moi j'étais chaud, j'attendais que ça. Moi les concerts ça me grandit et c'est un aboutissement de ce qu'on a fait. Et les deux se complètent, mais la composition c'est un peu moins mon truc. Moi j'aime bien montrer ce qu'on a fait et partager ça avec le monde. Et c'est extrêmement gratifiant les concerts pour moi. Et du coup j'étais plus excité que stressé. J'avais très envie d'être là. Ouais, c'est vrai que Baptiste a toujours adoré la scène. C'est vraiment ce qui le fait rayonner, quoi. Ouais, je suis un showman. Et toi, Max? Non, moi j'étais méga stressé, hein. C'était l'enfer 3 jours avant. Mais parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus joué. Et c'était une super belle salle, avec pas mal de gens qu'on connaît qui venaient nous voir, qui attendaient notre tour aussi. Donc ça me mettait pas mal de pression. Mais en même temps, j'étais fort stressé, mais je me plais beaucoup plus sur scène qu'avant, quand même. Trop bien. Et puis comme vous l'avez dit, en fait, vous êtes monté sur scène, les gens étaient méga chauds, quoi. Donc j'imagine que recevoir comme ça toute cette énergie de la part des gens, c'était incroyable. On n'avait même pas encore commencé la première chanson que ça gueulait déjà dans le public, alors que ça faisait 1 an et demi qu'on n'avait plus rien fait. À fond. Qu'on avait peur de ne pas être attendu. Tu lances une nouvelle chanson que personne ne connaît, tout le monde commence à taper dans les mains, t'es là, oh merci Seigneur, quoi. Oui, c'est un bon test aussi, parce qu'en concert, vous commencez à jouer comme ça les nouveaux morceaux, tout ce que vous avez écrit, composé. Ça fait quoi d'avoir ce retour comme ça des gens, de tester ces nouveaux morceaux et de voir que ça réagit bien? C'est génial, hein, mais c'est toujours comme ça que tu peux voir si le morceau va marcher, parce que au départ t'essaies toujours de te dire ouais, celui-là c'est un single et tout, et au final quand tu le joues tu te dis ah ouais, en fait celui-là il fait vraiment réagir et pas l'autre, quoi.
Donc quand t'as un retour positif, c'est génial. Tu te dis que c'est cette chanson-là qu'il fallait écrire et que c'est celle-là qu'il faut continuer à jouer. C'est vrai que parfois tu kiffes une chanson que t'as composée et puis t'arrives sur scène et tu te dis même toi en la jouant, tu dis on se fait un peu chier en fait. Ça c'est affreux quoi. Genre la toute première du set là, je l'adore, mais elle marche pas quoi. Ouais. Bah après elle est peut-être au mauvais moment. Elle est peut-être au mauvais moment. Ouais. Vous êtes toujours en pleine réflexion comme ça sur comment construire ce live. Enfin, est-ce que vous prenez un peu la température auprès du public et en fait vous construisez en fonction et vous changez en fonction? Ouais, en général, ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on passe plus de temps à vraiment réfléchir au live et essayer des nouvelles configurations, peut-être des moments un peu plus improvisés ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, un truc bien construit, mais qui permettent aussi un peu d'improvisation, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je pense qu'on construit au fur et à mesure des lives parce qu'on n'a pas le temps, en vrai, de penser autant que ça. Et donc, en fait, on fait un concert et puis, par exemple, le truc qu'Adri a fait hier soir de dire on va tous dans la rue, ah ouais, ça marche bien, quoi. On le refera peut-être, tu vois. Ouais, donc ça, c'était au bar du matin. Comment vous avez vécu, justement, ce fait d'être à Bruxelles? Donc pas... Enfin, il y avait une partie du public qui était conquis, mais d'avoir un public comme ça qui vous connaît moins et en fait de terminer comme ça en apothéose dehors avec tous les gens qui applaudissent, qui crient, qui sont trop contents. Ouais, pareil, on a vu qu'il y avait un retour pendant le concert et qu'on a pu se le permettre, même si c'était quand même un pari, il y avait du vent, on savait pas si on allait être entendu. Bah, vu qu'il y avait un très bon retour du public pendant le concert, on s'est dit vas-y, on se lance, on va le faire, quoi. Ouais, moi je l'ai trop bien vécu ce concert. Ouais, c'était vraiment chouette. On n'a pas bien joué, mais on s'est bien plu. Et oui, donc on l'a dit, vous êtes 5 dans le groupe. Ouais. C'est à la fois une force, mais ça rend aussi les choses complexes parce que ça veut dire 5 personnes à satisfaire. Oui. Comment vous fonctionnez justement pour faire en sorte que ça marche, ce groupe à 5? Ouais, ça ne marche pas. Ouais. C'est toujours un peu en équilibre, hein, mais c'est un peu comme un couple, mais à 5 quoi. Un trouble. Ouais, il faut vraiment. Qu'un touple. C'est très compliqué et ça demande beaucoup de communication, ce qu'on faisait pas spécialement beaucoup avant non plus, et qu'on fait toujours pas assez, je pense. Mais ouais, c'est ça. La communication, c'est le secret. Dès qu'il y en a un qui dit rien, ça pèse pour tout le monde en fait. Et il faut trouver parce qu'il y a la façon de communiquer aussi très importante, quoi. Par exemple, il y a des personnes plus renfermées ou quoi, il faut peut-être leur parler directement et pas mettre dans le groupe ou des trucs comme ça. Mais... Il y a des plus sensibles que d'autres. Ouais, c'est ça. Il y a aussi des gens, tu te rends pas toujours compte de l'impact que t'as, quoi. Parce que toi, tu pars peut-être avec une bonne intention, mais pas spécialement. C'est pas spécialement reçu comme ça. Donc, il faut toujours faire très très attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Et essayer de faire les choses dans l'ordre et bien, quoi. Mettre des gants. Ouais. Et en plus, à côté de ça, vous avez chacun un boulot à temps plein. Comment vous arrivez à en fait conjuguer cette vie de musicien avec vos boulots respectifs? Ah moi j'ai plus de vie sociale. Ouais, en vrai c'est un peu ça, quoi. C'est un peu heureusement qu'on s'aime entre nous parce que sinon on verrait personne. C'est pour ça que je suis content d'être dans un groupe, quoi. Parce que si j'étais en carrière solo, ce serait vraiment chiant. Imagine, tu fais tes concerts tout seul et t'as pas de vie sociale. Là, t'aurais plus de thunes. Ouais, j'aurais plus de thunes. Non, mais ouais, hein, c'est un peu ça. C'est trouver du temps là où il y en a pas et puis faire des concessions. Ouais, sacrifier une partie de. Ouais, une partie de tes congés. Professionnel, tu les mets dans le groupe, quoi. Ouais. Mais c'est On My Own, cette chanson-là, elle parle notamment de ça. Hein. On a fait blinder de sacrifices et genre moi, ma vie sociale, honnêtement, j'ai beaucoup de potes que j'ai plus vus pendant très longtemps, quoi. Donc ça parle également de ça. Oui, tu le disais, On My Own. Moi, je le sais du coup vu que je suis dans vos coulisses. Mais pourquoi c'est ce morceau-là que vous avez décidé de sortir en premier? C'est parce que tu l'as choisi. Merci. Vous avez bien fait de m'écouter. Ouais, c'était une discussion avec vous, mais c'est vrai que ça faisait sens parce que c'était un peu le retour à nos sources. Et en plus, c'était vraiment le début et la fin en même temps, quoi. Ça a été le premier morceau qu'on a composé quand on s'est tous retrouvés, je pense. C'est vrai que j'ai eu des retours de commentaires sur la chanson et on me disait c'était toujours nous. Mais qu'on avait pris du level, quoi. Et significativement, elle était intéressante, quoi, parce que c'était vraiment ça parlait de cette industrie musicale difficile et de tout ce dont on vient de parler, de la motivation et de l'acharnement qu'il faut avoir.
et de tous les sacrifices qu'on fait. Et donc c'était un peu, on l'a composé au moment où on a arrêté, et donc c'était marrant de la jouer quand on reprenait, quoi, pour moi. De manière générale, tu veux, c'est surtout toi qui écris, tu veux parler de quoi dans les morceaux de Winterwoods? Mais je me suis fait la réflexion que je parle tout le temps des mêmes trucs. On parle que de lui. Ouais, je parle que de moi. Mais en vrai, c'est ma thérapie, la musique, donc c'est vraiment écrire sur ma vie. Ouais. J'écris très peu de chansons d'amour. Tu parles des vies des autres aussi. Ouais, je parle des vies des autres aussi, ouais. C'est vrai que je parle de la tienne. Et c'est souvent les mêmes thèmes. Je parle tout le temps du temps qui passe, de la nostalgie. Ouais, je parle tout le temps de mon père. T'es vraiment torturé. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu. C'est ça un peu le problème, c'est que j'aime bien écrire des chansons quand je suis triste, quoi. Donc c'est un peu tout le temps la même chose. Enfin, c'est une émotion forte, du coup. Ouais, c'est ça. C'est des émotions fortes. C'est plus difficile pour moi d'écrire une chanson joyeuse. Sauf si j'expérimentais vraiment une joie intense. Et comment tu fonctionnes en fait? Enfin, c'est quoi ton processus créatif? Est-ce que tu te poses et t'écris, ou est-ce que ça vient un peu naturellement comme ça? Est-ce que tu as des idées tout le temps, ou est-ce que c'est vraiment un moment précis? Ouais, des idées, j'en ai tout le temps. J'ai des notes vocales, là je crois que j'en ai plus de 300 sur mon GSM, et sur mon Drive, j'ai regardé, j'ai genre 8 batchs, j'ai appelé ça batch, mais ça veut rien dire, mais en gros j'ai 8 dossiers avec la même chose, quoi, avec toutes des idées de chansons. Et en général, c'est souvent la guitare. Enfin, je commence à jouer de la guitare, puis je commence à fredonner quelque chose. Je l'enregistre, et je passe des heures à me réécouter. C'est très égocentré, mais c'est pas pour ça que je le fais, c'est juste je me mets dans la peau de quelqu'un qui écoute, quoi, un lambda, et j'essaie d'écouter et de me dire ok, celle-là elle a du potentiel, elle est vraiment chouette, elle me reste en tête ou pas, et en fonction, à ce moment-là je commence à écrire des paroles. Bien sûr, j'ai déjà essayé plein d'autres process, j'ai déjà essayé d'écrire les paroles et puis de mettre la musique dessus. J'ai déjà un peu fait tous les process possibles, mais moi ça revient souvent comme ça, quoi. Genre jouer. En fait, c'est marrant, c'est un peu comme si je faisais de l'écriture automatique, dans le sens où je commence à jouer, je chante, et en fait, ce que je joue comme mélodie va me faire dire des paroles, mais sans que ce soit conscient, hein. C'est vraiment des trucs. Et puis il y a un truc qui va rester, et je vais me dire ah ouais, ok, en fait cette chanson elle parle de ça, et donc je vais commencer à écrire toute l'histoire autour en général. Et comment tu te sens quand t'écris? Ah ouais, j'adore. Ouais, j'aime vraiment bien écrire. C'est une connexion à soi-même, je pense. C'est une introspection. C'est un peu comme aller chez le psy, quoi. C'est cool, tu te sens mieux après. Les seuls moments chiants, le seul truc, c'est que j'ai tendance à pas terminer mes chansons. Donc j'aime beaucoup la première demi-heure, et puis après je fais j'écrirai la suite tantôt. Et voilà. Et puis après, t'arrives avec ça devant le groupe et tu leur soumets un peu ton idée? Ouais, parfois, ouais. Mais après, il y a différentes façons, hein. Ouais, c'est ça, on a eu plusieurs expériences différentes. Mais celle qui a été la plus courante, c'est ils venaient avec une partie de chanson, et on a terminé ensemble, en fait. Ouais, parce qu'il y a tout l'arrangement, et puis parfois ils vont jouer quelque chose qui va totalement changer. Parfois c'est les autres qui amènent des chansons, et on a même déjà essayé de créer des chansons tous ensemble. C'était pas simple. Ça doit être compliqué. Ouais, ça se terminait souvent pas très bien. Et ouais, vous aimez bien aussi vous retirer comme ça, faire des résidences ensemble, et vous couper un peu entre guillemets du monde pour vous focus uniquement sur la musique? Ouais, moi si je pouvais, je le ferais beaucoup plus souvent, hein. Ouais, c'est vrai que moi ça me plairait aussi d'en faire beaucoup plus souvent, mais la vie professionnelle en général ne permet pas de faire ça autant qu'on le veut, quoi. Ouais. On a 2 jobs en fait, le job de musicien et notre job secondaire. Mais ouais, c'est ça. Mais ouais, on aime bien se prendre du temps, quoi. Parce que c'est comme ça que les choses se font, je pense. Vous imaginez un jour quitter ce premier job pour vivre uniquement de la musique? Est-ce que vous en rêvez? On s'est déjà posé la question, en vrai, vu qu'on avait de l'engouement au premier album, on s'est posé la question l'un l'autre, qui est prêt à aller jusqu'au bout, quoi. Ouais. On avait tous dit oui, hein. Ouais, c'était toute l'idée aussi de la tournée, parce que c'était une tournée sur quoi, 1 ou 2 mois? Ouais, je pense que c'était un mois. Le problème, c'est que il fallait qu'on n'avait pas travaillé, quoi, parce que c'était en Allemagne et tout ça. Et donc ça impliquait de pas être payé pendant 1 mois, mais à ce moment-là on était tous prêts à faire le saut, quoi. On s'est dit pourquoi pas. Maintenant,
Moi, j'en rêve un peu, j'aimerais bien, et en même temps, j'en ai un peu peur, quoi. Parce qu'il y a un côté... Tu sais jamais quand faire le saut, en fait. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va là où on peut aller, quoi. On va au maximum, on se donne le maximum pour aller jusqu'au bout des choses. Si ça fonctionne, ben, c'est jackpot et on lâche notre job. Mais si ça fonctionne pas, ben, on aura fait tout pour, quoi. Oui, c'est ça. Il y aura un moment où il faudra qu'on fasse vraiment, à mon avis, un gros pas et se dire, ok, là maintenant on y va. Mais... On va chier dessus. Ouais. mais c'est un rêve, hein, mais en même temps, je pense qu'il y a une partie qu'on voit pas et que c'est pas non plus tous les jours marrant. Ouais. Parce qu'en fait, là, je parlais avec un gars avant un concert et je disais, ce serait cool de pouvoir vivre de ça et tout. Et il m'a dit, mais t'es sûr? Parce que là, c'est ton plaisir. Ah oui. Et en fait, si tu le transformes en ton taf, ça va plus du tout être la même relation. Et ça m'a fait méga réfléchir. Je me suis dit, en fait, c'est vrai que ça deviendrait vraiment un taf, quoi. Ouais. Et donc, c'est plus du tout le même rapport à la musique. Et là, tu le considères pas comme un travail ? Bah si, parce que je dois quand même beaucoup bosser pour le faire, mais ça reste quand même des moments... des moments de joie. Je fais encore un peu ce que je veux, quoi. Je suis pas embarqué dans une tournée de 3 ans à faire tous les zéniths. Je m'appelle pas Noah Kahn. Parce que lui, sa vie doit pas être marrante non plus, quoi. Pour concilier avec sa vie privée aussi, ça doit être très difficile. Hein. Familialement, puis avec tes potes, tu les vois 6 mois par an, quoi. Tu fais 6 mois de tournée et puis 6 mois c'est ça. De compo. Vous avez déjà tourné dans pas mal de lieux différents. Est-ce qu'il y a un endroit comme ça en Belgique, une salle ou un festival ou autre que vous rêvez de faire et que vous avez l'objectif de faire aussi? L'ancienne Belgique. Oui, l'ancienne Belgique. La base. La grande. Ça a toujours été ça. Moi, j'ai dit, avec Winterwoods, je veux jouer chez Classique 21. Ça, c'est check. Merci, Étienne. Et je veux jouer à l'ancienne Belgique. Oui, c'est chouette aussi de voir justement Classique 21 par exemple, c'est une radio qui vous soutient depuis le début. Ouais. Là, ils sont encore présents pour les sorties des singles, etc. Ça doit être hyper réconfortant de voir qu'une telle radio, d'une telle ampleur en fait, soit derrière vous, quoi. Ah ouais, pour moi c'est le plus grand des sacrements là. Ouais, à fond, c'est gratifiant, mais fois 1000 quoi. Ouais. Moi, je suis hyper touché parce que quand j'entends la qualité de la musique qui passe là, enfin, moi, j'écoute Classique 21 aussi depuis que je suis tout petit et ça a toujours été ma radio préférée. Désolé pour les autres radios. Et vraiment, de voir qu'on avait la qualité nécessaire pour passer là-bas et qu'ils nous reproduisent et que c'était pas juste par gentillesse, pour moi, c'était génial. Et là, cet épisode, il sera diffusé le 11 avril. Donc, demain, il y aura un nouveau single qui sort. Ah ouais. Déjà, est-ce que vous pouvez parler de ce nouveau single et aussi de ce qu'on peut attendre pour la suite? Ouais, tu veux en parler un peu ou... Je n'ai pas les mots. Là, je peux dire le titre. Oui. Il sera sorti demain, donc... je regardais l'autre Julie en attendant son accord. Donc le titre s'appelle Boundaries. C'est une vieille chanson au final. Enfin, c'est pas une vieille chanson. C'est une chanson qu'on a composée il y a un petit temps, mais là on la sort maintenant. Et c'est en rapport avec... On l'a écrit pendant le Covid. Et je ne sais plus quelle était ta question exacte. Quel est ce titre justement? Ouais. Ce sera celui-là et c'est vraiment différent de On My Own. C'est une toute autre sonorité et beaucoup plus joyeuse. Ce qui est un truc qu'on fait rarement. Peut-être un peu plus pop aussi, ouais. Pas pop. C'était pop. Je voulais dire poppy et puis c'est sorti en pop. Poppy. C'est plus pop, c'est vraiment on explore des trucs quoi. Mais en fait on a envie de livrer des singles un peu différents à chaque fois et qui permettent de montrer aussi la palette de ce qu'on peut faire. C'est ça, on essaie de garder notre patte, du fait de nos instruments ça se garde quand même, mais en explorant des autres univers. Oui, et donc la suite, c'est quoi? La suite après. De ce qu'on peut déjà dire. Allez. Donc l'idée là, c'est de sortir encore ce single-là, encore 1 ou 2, et puis on sort un EP à mon avis. Et puis on voit comment ça marche. Et après, se faire des festivals en été. Continuer le booking, peut-être essayer d'aller jouer un peu à l'international. C'est compliqué de se projeter à plus d'1 an, donc mais dans l'immédiat, oui, c'est les singles, EP, et puis refaire un été complet l'année prochaine. Ouais.
Et il y a des pays comme ça que vous visez plus que d'autres au niveau du style musical ? Bah déjà, si on pouvait aller en Flandre, ce serait pas mal. Mais en vrai, on a un style de musique très prisé dans les pays anglophones. Pas du tout en Belgique de base. Genre, rien que sur Spotify, notre plus grande écoute, c'est aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Change is Coming, il est blindé écouté aux États-Unis. Donc, les pays qu'on vise, à mon avis, sera Angleterre, États-Unis, etc. Mais je pense qu'en Allemagne aussi, il y a pas les langues germaniques, quoi, c'est ça. Ouais. On arrive tout doucement à la fin du podcast et Max, qui écoute souvent, contrairement à Baptiste, connaît la question finale. Ouais. Je ne m'y suis pas préparé pourtant. Qu'est-ce que vous aimeriez oser faire et que vous n'avez pas encore fait ? Ça peut être dans la musique ou dans autre chose. Vas-y, Bat. Sauf si t'as pas d'idée. Moi, c'est pas forcément dans la musique, mais ça s'y colle. C'est me lancer en tant que luthier. Ah ouais. À savoir que je suis ébéniste, aussi opérateur CNC, donc je suis dans la découpe numérique parce qu'il faut vivre avec son temps. Et j'ai déjà plusieurs instruments à mon actif, notamment la première, enfin non, c'est pas la première guitare que j'ai faite, mais la première électrique que j'ai faite pour Maximilien, ouais, avec son assistance, parce que je trouve que c'était important que Max participe à la construction de son propre instrument. Que c'est gratifiant pour lui aussi de jouer avec quelque chose qu'il a fait en partie de sa main. Ouais, puis c'était l'idée de base aussi. C'était pas, je voulais pas juste te faire une commande. Oui, c'est ça, parce que moi c'est pas mon métier et je pouvais pas juste tout faire tout seul. C'est quand même du boulot de faire un instrument. Ça prend quelques dizaines voire centaines d'heures. Et du coup, ça a découlé après à faire ma propre basse. J'avais jamais touché à une basse électrique de ma vie, mais je l'ai faite, et c'est un kiff. Et je m'épanouis dans la construction des instruments, et le résultat, et de voir que ça sonne. Et donc c'est un peu mon rêve, là, sur le côté, la lutherie. Arrêter de faire des objets à la con dans mon boulot, et faire des objets, des instruments qui durent. Trop chouette. Moi, je suis bouillant de faire ça avec toi. Allez, c'est parti. Moi je sais pas, j'y ai pensé blindé. Je savais pas trop quoi dire, mais je crois qu'au niveau musical comme au niveau personnel c'est peut-être plus osé, je crois, plus osé être franc et totalement moi-même à 100% dans la musique ou dans la vie, quoi. Parce que le saut en parachute je l'ai fait, donc je peux pas répondre ça. Non, je crois que c'est ça, mais c'est un peu vague, tu vois. C'est pas tellement. Mais ouais, c'est cool. C'est vrai que l'idée d'être indépendant là, c'est pas mal aussi. Ça se prépare. Ouais, en fait, ce que j'ai pas encore osé faire et que j'aimerais faire, c'est devenir musicien, je pense. Tout simplement. Trop bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci aussi. Bah écoute, avec plaisir. Merci Max et Baptiste d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour suivre Winterwoods dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode et je vous laisse avec ce tube, Tous des connards.
la journée. J'en ai marre de tous ces connards qui se disent rockers mais qui sont rappeurs. J'en ai marre de tous ces connards qui se croient gothiques mais qui ont peur du noir. Cette chanson est finie. Cette chanson est finie. Cette chanson est finie.